Une quatrième journée d'action, la première un samedi, pour que tout le monde puisse manifester contre la réforme des retraites en France. Alors les syndicats espéraient rallier un maximum de personnes. 240 défilés organisés à travers le pays, de Nantes à Nice en passant par Paris, où 500 000 personnes ont manifesté selon la CGT. Pour la préfecture de police, ils étaient 93 000. Alors au-delà de la bataille des chiffres, c'est un niveau de participation record dans la capitale française. Au niveau national, 963 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2,5 millions selon la CGT. Alors on va en parler de cette réforme, de cette mobilisation avec nos invités. Bienvenue Stéphane Rosès. Bonjour. Vous êtes le président de CAP, enseignant à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Et avec vous Jean-François Amadieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, entre autres. Alors avant de vous laisser la parole, on va tout de suite retrouver l'envoyé spécial de France Info, Gilles Papin, qui est place de la Nation, où il y a encore des personnes qui se retrouvent donc pour cette manifestation. Alors Gilles, qui manifestait? Des jeunes, des familles, des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'être là? Eh bien, c'est une mobilisation qui a réuni des gens d'horizons très divers. Tout d'abord, les salariés habitués des cortèges qui, eux, étaient sous les bannières syndicales. Mais aussi des gens qui sont descendus spontanément, qui, eux, n'ont pas l'habitude de manifester. Et puis aussi des familles, beaucoup de familles qui ont profité de ce samedi pour montrer leur opposition à cette réforme des retraites. Le tout dans une ambiance plutôt bon enfant, malgré quelques échauffourées en milieu de cortège où des Black Blocs ont incendié quelques poubelles et une voiture. Côté chiffres, vous l'avez dit, 500 000 personnes selon la CGT, 93 000 selon la préfecture. Et ça, c'est un record, car mardi dernier, ils étaient, selon la préfecture, 57 000. Il semble donc que le pari des syndicats de mobiliser un samedi ait été atteint. Pour l'heure, quelques milliers de personnes sont encore ici, autour de moi, sur la place de la Nation. Une place qui devrait être évacuée d'ici 19h par les forces de l'ordre. Merci Gilles Papin, donc en direct de la place de la Nation à Paris. Alors une journée de mobilisation inédite, on l'a dit, c'est un samedi, donc un week-end, beaucoup de monde. Est-ce que la démonstration de force voulue par les syndicats est réussie? Jean-François Amadieu. Écoutez, on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait donner un samedi. C'est pas du tout habituel. Et puis, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, il y avait déjà une manifestation. Mardi, oui. Bon, bilan, c'est mieux que ce que les services de renseignement avaient pronostiqué. C'est un niveau de participation qui n'est pas le maximum atteint au mois de janvier. Mais c'est très bien, on approche du million, en prenant les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est plutôt un succès et surtout, il faut ajouter le fait que c'est dans une ambiance extraordinairement bon enfant, très familiale, avec des profils très différents qu'on a vus dans les défilés, en particulier à Paris. Donc c'est un succès du point de vue de la forme, du point de vue de l'élargissement de la base des manifestants. Ça, c'est très important. C'est pas du tout le profil habituel du manifestant, de militant encarté. Cet élargissement... C'est très différent. Oui, c'est vraiment... On est très loin des gilets jaunes. Avec des images extraordinaires qui ont circulé toute la journée, au fond de gens, j'allais dire monsieur ou madame tout le monde avec ses enfants ou ses adolescents. Et ça, c'est quand même, de ce point de vue, un véritable succès. C'est plutôt un succès dans l'image que ça donne. Un succès dans l'image, et justement, est-ce que ça peut inquiéter le gouvernement, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, des personnes différentes, c'est-à-dire des familles, comme vient de me le dire M. Amadieu? Oui, symboliquement, ça peut l'inquiéter. Au fond, dès le départ, les observateurs, Jean-François Amadieu, nous avions observé que les Français, 2 tiers des Français soutenaient le mouvement social, faisaient grève par procuration. Et comme le disait Jean-François Amadieu très justement, la nouveauté de ce samedi, c'est la symbolique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait d'un côté les grévistes, c'est très engageant, ça coûte cher de faire grève, surtout dans le moment actuel. Et puis de l'autre, il y avait l'opinion sondée. Et là, on voit symboliquement un pont qui est établi
entre les grévistes, sans lesquels rien n'est possible, et puis l'opinion publique. Les secteurs. Et Jean-François, on va être confronté à ça quand en mars, il va y avoir des débuts de blocage le 7 du mars, pays. effectivement, l'intersyndicale, ils ont décidé mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-François. La symbolique est un peu inquiétante parce que l'opposition de gauche, notamment la NUPES, peut faire de graves erreurs en termes d'image. Là, c'est contrebalancé parce que c'est le côté bon enfant. On peut venir avec ses enfants, contrairement à la période l'allemand, on peut manifester sans trop de dommages. Et donc, voilà. Très bien. Alors, non, on va écouter, si vous le voulez bien, parce que vous avez évoqué la NUPES. Effectivement, les politiques étaient là aussi. C'est aussi la différence avec les autres journées de mobilisation. Ils n'étaient pas en tête de cortège, mais quand même. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Les macronistes traitent les gens comme du bétail. Ils considèrent qu'il suffit de les prendre à la gorge et de leur serrer la gorge assez longtemps pour qu'ils cèdent. Je pense que M. Macron, s'il compte sur l'usure, se trompe de pays. Ça ne m'étonnerait pas, mais ici c'est la France. Et le peuple en France a un tempérament rebelle, alors à plus forte raison ici qu'ailleurs. Voilà pour cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Il a beau jeu de manifester et de se mettre effectivement en porte-à-faux en contradiction avec Emmanuel Macron. Oui, il faut souligner que Jean-Luc Mélenchon s'exprime également à chaque manifestation, souvent de Marseille, parfois de Paris, lorsqu'il y a des manifestations en semaine organisées par les organisations syndicales. Donc il est toujours très présent. Mais d'autre part, il faut aussi voir toute la différence entre ce qui s'est passé aujourd'hui, ce samedi, à Paris par exemple, et ce qui se passait lorsque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise cherchaient à mobiliser le samedi également. Ça n'avait rien à voir et ils ne parvenaient pas à mobiliser. Donc, avec les jeunes, ça a été... même le Figaro disait que finalement, ils avaient quand même réussi à mobiliser les jeunes. Sur l'ensemble du territoire, ça reste très limité. Mais vous avez raison quand vous avez raison de souligner les jeunes, en effet. Et d'une certaine manière, là, ce qui était frappant aujourd'hui, c'est qu'on trouve des familles, on trouve beaucoup de gens au-delà de 40 ans, on trouve toute une France du travail et même des retraités. Ceux qui sont absents, en effet, il y a une partie des Français qui ne sont pas présents. C'est clair que c'est une partie d'ailleurs de l'électorat de la France Insoumise, mais ça va être des jeunes. C'est aussi une partie de la périphérie des grandes villes qui ne sera pas forcément présente. Donc toute la France n'était pas là. Mais c'est la France qu'on a vue dans les manifestations aujourd'hui pour appuyer ce que Stéphane Rosès disait tout à l'heure. Finalement, c'est comme si les sondages avaient été incarnés dans la rue. Parce que d'habitude, c'est très abstrait les sondages. On dit les gens sont pas, ils sont contre la réforme, oui, mais d'habitude, on ne les voyait jamais. Et au fond, c'est comme s'il y avait eu des porte-voix politiques ou d'organisations syndicales, mais c'est pas des vrais gens. Et là, en fait, on les voit. C'est ça qui était frappant. D'ailleurs, on voit ce dernier sondage qui a été demandé par Libération avec cette plus contre la réforme des retraites, 56% des personnes interrogées. Est-ce que le gouvernement peut rester inflexible? Elisabeth Borne l'a dit dans Le Parisien cette semaine. Je ne suis pas là pour avoir des états d'âme. Est-ce que c'est tenable, cette position? Au fond, on a compris que beaucoup dans cette réforme avait une motivation politique pour le président de la République, montrer qu'en dépit de toutes les difficultés, incertitudes, il continuait à réformer. Il y a une sorte de pathologie en France chez nos gouvernants, très différente de ce qui se passe dans les autres pays. C'est que dans les autres pays, les gouvernants s'appuient sur leur peuple ou une partie du peuple. Or, pour nous, pour des raisons qui remontent loin dans notre histoire, nos gouvernants seraient légitimes s'ils arrivaient à contraindre la nation comme si seuls les gouvernants savaient ce qui est bon, comme si les Français étaient un peu des neuneux. Donc pour vous, c'est d'une tour d'ivoire. Oui, c'est une tour d'ivoire et c'est une façon pour Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter de dire eh bien ce mandat a un sens et ça a toujours un sens de gouverner. Mais ça se fait en général par rapport à la nation dans une posture de surplomb indexée évidemment sur des logiques européennes et autres. Mais au fond, pour aller répondre directement à votre question, on le sait bien, le gouvernement ne cédera pas, sauf s'il y a l'alliance de deux choses, blocage du pays
et maintien du soutien de l'opinion. Moi, je pense qu'il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, soutien de l'opinion. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François, mais le vrai sujet, c'est est-ce que des secteurs, les raffineries, les transports, l'énergie, vont commencer à bloquer le pays, de sorte que la pression sur l'exécutif ne vienne pas seulement de l'opinion, mais des milieux économiques disant bon ben ça suffit les frais. C'est ce qui s'était passé en 95. Alors justement, les syndicats l'ont dit, le 7 mars, ils sont prêts à bloquer le pays, à lancer une grève. Alors on verra quels sont les secteurs qui vont suivre. Vous avez raison. Justement, là, c'est un changement de stratégie parce que là, effectivement, il y a aujourd'hui ce samedi, mobilisation familiale, bon enfant. Jean-François Amadieu, ça va se durcir, ils vont changer. Alors, l'élément effectivement nouveau, c'est que là, Laurent Berger et la CFDT et les autres organisations syndicales réformistes, mais concerne surtout la CFDT, ont clairement, dans l'intersyndicale, ce matin, indiqué que, naturellement, à partir du 7, il faudra, pour reprendre leur terme exact, arriver à une situation de, non pas de blocage, c'est pas le terme employé, mais la France doit s'arrêter. Oui, voilà. S'arrêter. S'arrêter. C'est pas exactement la même chose. Ça va être très intéressant à observer parce que la forme habituelle, c'est en effet les raffineries, les transports, c'est ce qu'on a connu d'habitude, ce qui conduit à un blocage d'une partie de l'activité et parfois, effectivement, aux manifestants, aux grévistes de gagner. Là, par exemple, je vais prendre un exemple, Laurent Berger explique que ça pourrait consister à aussi autre chose, que les commerçants baissent leurs rideaux, que au fond, un peu comme si l'ensemble du pays, et pas juste les grévistes habituels et les bataillons de la CGT, de la SNCF ou des raffineries, mais plus généralement. Alors, est-ce qu'il y arrivera ? Oui, parce qu'il faut pourquoi il faut changer ? Parce que c'est compliqué aujourd'hui de faire grève, parce que là, on doit s'inscrire dans le temps, il y a l'inflation, ça coûte cher de faire grève. C'est parce que la stratégie poursuivie... Alors, bien sûr, il y a la question du coût. Il y a deuxièmement le fait que, pour la CFDT, il y a l'idée qu'il faut garder un niveau très élevé dans l'opinion, car il continue à avoir la conviction qu'il peut obtenir un résultat. Peut-être que c'est une erreur, mais pour l'instant, la conviction de Laurent Berger, c'est qu'il va arriver. Alors, pas forcément simplement par les manifestations, mais aussi par la pression sur les parlementaires. Les organisations syndicales ont envoyé un courrier à chaque parlementaire. Ils n'ont pas cessé depuis quelques semaines de dire qu'il fallait pas d'obstruction, qu'il fallait notamment étudier l'article 7 sur le report de l'âge légal. Vous avez raison. Et voter, les syndicats veulent absolument qu'il y ait un vote. Pourquoi provoquer un vote à l'Assemblée et arriver à ce vote ? Parce qu'il faut que chaque parlementaire soit mis devant ses responsabilités. Vous avez remarqué que de plus en plus, on s'achemine vers un système à l'américaine, comme font les syndicats américains, où on donne les noms, on montre comment votent les membres du Congrès. Donc à chaque fois, et on est en train d'observer ça en France, ce qui évidemment met une pression. Par exemple, aujourd'hui, c'est un samedi, les députés étaient dans leur circonscription, ils ont vu comment ça se passe sur le terrain. Quand vous avez un tel degré d'incompréhension et de mobilisation, évidemment, les parlementaires sont ennuyés parce que d'habitude, vous savez, il y a une majorité solide au Parlement. C'est pas le cas cette fois-ci. Oui. Donc toute la stratégie consiste en s'adossant sur cette popularité du mouvement à exercer une pression sur des parlementaires fragiles qui peuvent se dire que là, ça va être compliqué. Et vraiment, c'est très nouveau en France, par exemple. Vous savez que les syndicats français n'ont jamais osé donner les noms des parlementaires. Aujourd'hui, c'est des médias, c'est des... Jean-François Amadieu, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'en finalement, il y a peu de syndiqués en France. Alors là, ils disent qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, mais on a le taux de syndicalisation, le français, l'un des plus bas d'Europe. Donc vous nous dites qu'en fait, là, entre guillemets, ils profitent de la fragilité parlementaire pour reprendre le dessus. Les syndicats français avaient commencé à reprogresser à nouveau depuis à peu près un an. Dans l'opinion, ça allait un peu mieux. Mais vous avez raison, faible taux d'adhésion. C'est pas ce qui se passe en ce moment qui va bousculer les choses. Même si les gens prennent leur carte en ce moment, on ne va pas aller très loin. Mais par contre, en termes d'opinion, nos syndicats français n'étaient pas bons par comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Donc on était en dessous. Il est tout à fait vraisemblable qu'ils vont de là progresser spectaculairement, je pense, dans l'opinion. Les gens vont faire confiance parce que là, ce que vous avez sous les yeux, c'est dans cette convergence syndicale, c'est extrêmement fort. Et je pense que l'opinion va très rapidement changer à l'égard des organisations syndicales à ce train-là.
Alors Stéphane Rosès, est-ce que le gouvernement, alors je vous ai plus ou moins posé la question, mais est-ce qu'ils vont lâcher du lest? Ils ont commencé sur l'index senior, sur les carrières longues. Est-ce que vous pensez que là, ils ne vont pas pouvoir tenir? Le point de blocage, c'est les 64 ans. C'est d'ailleurs ce qui tient Laurent Berger, car son congrès lui a dit il ne faut pas céder là-dessus. Et comme lui a dit, si la loi est votée, sur la même ligne. on arrêtera. Lui, il a besoin d'obtenir une victoire, sinon le mécontentement de la base sociale risque de se retourner contre lui qui arrêtera sitôt la loi votée. Donc, tout le monde se focalise sur la seule chose des 64 ans. Et de ce point de vue-là, Laurent Berger a été très ferme parce qu'au fond, c'est ça qui tient le champ syndical. Ça a été dit, la tradition française de la question sociale, elle avance par le politique, car nous ne sommes pas un pays social-démocrate de tradition. Donc c'est pour nos téléspectateurs étrangers, en France, c'est toujours le politique qui a donné le là au social. Mais effectivement, quand il y a des mouvements sociaux, les mouvements sociaux obtiennent plus que dans des pays à très forte syndicalisation, parce que là, tout se met en ébullition. Mais là, politiquement, et c'est le politiquement, est-ce que c'est possible quand on voit qu'il y a plus de 16 000 amendements qui doivent être regardés, quand on voit le tohu-bohu qu'il y a au Parlement, est-ce que à l'Assemblée nationale, est-ce que là, politiquement, on peut avancer? C'est la politique des syndicats, vous l'avez dit. Jean-François l'a un peu dit, la nouveauté, c'est que au fond, les Républicains devaient voter comme un seul homme. Eh bien, le groupe est en train de se fissurer pour les raisons indiquées. C'est que les députés de base, sur le principe pour la retraite à 64 ans, ils voient ce qui se passe chez eux. Et chez eux, à peu près les 2/3 des Français, en tout cas les plus actifs chez eux, sont opposés à cette réforme. Donc le pari des syndicats, et c'est une nouveauté depuis, car la tradition de la charte d'Amiens, c'est qu'il y aurait d'un côté le syndicalisme et de l'autre la politique. Effectivement, là, comme les politiques, la gauche est faible, les syndicats disent il faut s'en occuper, parce que les sondages disent aussi que, par exemple, la NUPES sont les acteurs politiques en qui les Français ont le moins confiance dans cette bataille contre les retraites. Arrivent en premier les organisations syndicales et la NUPES, elle est tout en bas de tableau. Donc les syndicats essayent de faire bouger de l'intérieur par les députés en se dégageant de la volonté de la NUPES et de Mélenchon de sans cesse dire c'est nous le principal opposant. Alors juste très brièvement, le bras de fer il va continuer, il y a le 16 février, il y a le 7 mars, on est parti pour des semaines, des mois selon vous? Non, pas des semaines et des mois, parce que comme Stéphane le rappelait très bien, n'oublions pas qu'à partir du vote, s'il y avait un vote in fine à l'Assemblée, à la fin, Laurent Berger a bien indiqué qu'il arrêterait. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause, lui ne se battra pas une fois qu'un texte sera voté. Voilà, mais il faudra attendre que ce texte soit voté. Donc voilà, c'est pour dire que voilà. Notre temps malheureusement est imparti. Merci messieurs pour cet échange très intéressant sur cette réforme des retraites. On n'a pas fini d'en parler évidemment.